Trouvez sur les ondes de votre radio Watt FM et sur votre télévision True TV. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette deuxième convocation de la semaine du tribunal de l'actualité. Vous le savez, sur rendez-vous sont donc jugés les faits majeurs de l'actualité entre approbation et condamnation, confirmation, vérité, dénégation, parce que tout simplement, nul n'a le droit de condamner qui que ce soit, quoi que ce soit, sans un jugement conséquent. Et vous le savez, c'est tout un plaisir à chaque fois que nous vous retrouvons. La réflexion du jour est une pensée du philosophe, écrivain et journaliste français Jean-François Revel qui a écrit ceci: rappelons-le, dans l'acception du dictionnaire, on est intolérant quand on combat des idées contraires aux siennes par la force et par des pressions, au lieu de se borner à des arguments. La tolérance n'est point l'indifférence, elle n'est point de s'abstenir d'exprimer sa pensée pour éviter de contredire autrui. Elle est le scrupule moral qui se refuse à l'usage de toute autre arme que l'expression de la pensée. À méditer en cette journée donc du 20 octobre 2020. Mesdames, Messieurs, encore une fois, bienvenue au tribunal de l'actualité. Mon nom est Lukman Sanfo, président de ce tribunal de l'actualité. Dis bonjour également aux juges au siège, Bernard Bougma et Geoffroy Vaha. Bonjour à tous les deux. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, messieurs. Bonjour juge Bougma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Disons bonjour également à l'équipe de réalisation de cette émission qui en tout cas vous permettre de suivre cette émission dans des conditions optimales. Alors ce matin, comme dit, nous sommes le 20 octobre 2020 et vous le savez que les acteurs de l'information et de la communication commémorent la journée nationale de la liberté de la presse autour du thème le journalisme à l'épreuve de l'éthique et de la déontologie en période électorale. Eh bien, nous allons justement parler de cette période électorale et ce matin nous avons décidé de parler du contentieux électoral qui est donné de constater ces derniers jours. Vous savez, après la publication des listes électorales par la Commission électorale nationale indépendante CENI, en tout cas plusieurs partis et formations politiques ont esté en justice qui pour obtenir l'annulation de listes de partis adversaires, qui pour obliger aussi la CENI à reconsidérer une décision prise en son encontre. En tout cas parmi ceux-ci, il y a l'action du mouvement Sens qui a obtenu du tribunal administratif l'invalidation de plusieurs listes nationales de plusieurs partis. Comment comprendre le sens de cette action posée par le mouvement Sens? Nous avons cherché à comprendre et nous avons convoqué son conseil représenté ce matin par Maître Poda Angelin. Bonjour et bienvenue Maître. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le Juge. Bonjour. Bonjour Maître. Merci donc de votre disponibilité à répondre à nos questions à cette émission du tribunal de l'actualité. Mesdames, Messieurs, voici la première partie, les avant-propos avec les juges au siège. Merci encore une fois de nous rejoindre. La parole est donnée au juge Geoffroy Vaha. Oui, merci Président. Mon avant-propos va concerner la Guinée. Je disais que cette fois-ci, on a un Cellou Dalein Diallo qui est des plus décidés. On se rappelle qu'en 2010, au nom d'une certaine paix et de conflits aux impacts forts à éviter, il dit, malgré que convaincu que c'est lui qui avait gagné les élections, il avait décidé de faire laisser les choses et que Condé donc s'asseye au pouvoir. Il dit encore que 5 ans après, ça a été le cas et que cette fois-ci, on n'allait pas lui voler sa victoire. Je le disais en avant-propos déjà ici, qu'on est un Cellou Dalein Diallo des plus décidés cette fois-ci, qui n'est pas prêt à faire le dos large et à être celui qui va calmer ses partisans. Et ça, on l'a vu depuis déjà en rompant les rangs avec l'opposition et en allant à cette présidentielle-là. Et je pense que hier, c'est vrai que l'acte qu'il a posé, c'est-à-dire annoncer officiellement que c'est lui le vainqueur, alors que la CENI est encore en train, dit-elle, de compiler les résultats et donc de travailler à sa proclamation, cela ne peut être. Et la CENI a rappelé que c'est elle la seule structure habilitée donc à donner ces résultats-là. Et ça, c'est partout indéniable. Donc c'est des choses qu'on ne pourrait pas encourager. Mais à la vérité, c'est que quand on regarde le cas guinéen, on a un Cellou qui est presque contraint et c'est dans le jeu du va-tout, à tout gagner ou à tout perdre qu'il est aujourd'hui engagé. Très vite, on a vu les cortèges de motos ont bien, pour ceux qui y ont participé, inhaler une bonne dose de
de gaz lacrymogène. Et c'est ce qui a été dans la soirée d'hier en Guinée. Je dis il faut observer cela avec beaucoup de crainte parce que ce n'est plus le CELU qui acceptait un certain nombre d'éléments, c'est plutôt des partisans de deux camps différents qui risquent fort de s'affronter parce que quoi qu'on dise, Condé a aussi ses partisans. Le hic et le problème, c'est ce que je disais, il faut que la question des mandats, les troisième mandats, soit courageusement abordée par nos syndicats de chefs d'État, même si on sait qu'ils sont tous atteints du syndrome, d'une façon ou d'une autre, ou c'est des cas suspects. Suivez mon regard. Mais à la vérité, on ne peut pas continuer avec des États dont on joue avec les trajectoires et pour qui les consultations électorales, surtout les présidentielles, deviennent toujours des virages dangereux. On ne peut pas avoir ce perpétuel recommencement-là et puis revivre à chaque fois ces périodes d'incertitude parce qu'on veut forcément s'agripper au pouvoir. On espère pour le peuple guinéen que les choses vont bien se passer, mais on a vraiment peur. D'accord. Merci à vous pour ce regard sur l'actualité de ce pays. On va maintenant donner la parole au juge de l'actualité au siège Ben Abougman. D'accord. Moi, je vais en Côte d'Ivoire parce que là-bas aussi, il y a une présidentielle en Guinée. C'est peut-être maintenant que les échauffourées vont commencer ou bien la tension va monter davantage. Mais en Côte d'Ivoire, la tension est déjà montée parce que l'appel au boycott, plus ou moins suivi selon les localités, les fiefs. Bonois, c'est le fief de... comment on appelle, c'est pas Afi, Simon Gbagbo. Voilà, Afi c'est Bongwanou. Et donc là-bas déjà il y a eu des manifestations et puis il y a aussi un mort hier à l'issue des manifestations à Bidjan. Il y a aussi eu des manifestations, mais c'est lié aussi à la FESI qui est en mouvement d'humeur, à qui on impute l'incendie des deux bus. Et donc parce que la FESI est en grève par rapport aux frais APE et aux frais COGES. Donc il y a un mouvement, une fermeture des classes momentanées qui a été également entreprise. Donc c'est un nouveau venu dans l'arène, alors que bon, quand on connaît les conditions dans lesquelles la FESI a été créée en Côte d'Ivoire et pour quelle mission elle a été créée, quand elle sort du bois à l'orée de ces élections, ça craint parce que c'est autre méthode, autre façon de lutte. Donc c'est dans ce climat que la CEDEAO y est allée et appelle à la levée du boycott. Donc la CEDEAO appelle à lever le boycott qui a été lancé par l'opposition. La présidente de la délégation a même rappelé que ceux qui entravent la bonne marche du système électoral qui passe par le convoyage des urnes et tout, ceux qui perturbent la campagne sont passibles de punition parce qu'il y a des peines qui sont. Alors voilà une situation dans laquelle notre CEDEAO est en train encore de s'embourber alors qu'il fallait prendre le taureau par les cornes au lendemain du décès de Amadou Gon Coulibaly et pendant que Alassane Ouattara était en train d'hésiter, je pense que la diplomatie souterraine peut-être toujours pouvait payer. Et même après son annonce, c'était facile de rattraper les choses avant qu'on soit à ce niveau par rapport aux réformes demandées par l'opposition. Et donc aujourd'hui, la chose la plus facile pour la CEDEAO, c'est de dire de lever le boycott lancé par l'opposition. Est-ce qu'elle sera suivie? Naturellement pas. Et quelles pourraient être les conséquences? C'est là on attend de voir. C'est tout ce que j'ai comme avant-propos. D'accord. Merci à tous les deux pour ce regard sur l'actualité en guise d'avant-propos. Sans plus tarder, nous allons entendre Maître Pouda, conseil donc du mouvement Sens, du mouvement politique Sens, qui a donc obtenu du tribunal militaire l'annulation de plusieurs listes au niveau des législatives concernant certains partis politiques donc, qui sont candidats pour ces législatives au niveau du Burkina Faso. Et nous allons donc essayer de comprendre le sens de l'action qui a été portée par ce mouvement politique. Et encore une fois, bienvenue à vous. Merci, Monsieur le Président. Nous avons aussi envie de préciser le fait que nous recevons le conseil du Sens ce matin, surtout au niveau, à l'endroit donc du CSC, que ce n'est pas pour faire de la propagande, c'est plutôt, en tout cas, parler de ce contentieux électoral qui est nécessaire et en termes de compréhension de l'actualité. Alors, commençons déjà par comprendre la constitution déjà d'un conseil au niveau du Sens, parce que beaucoup se sont posé la question, à peine né, un parti qui dispose déjà d'un conseil, c'est
comme si c'était préparé d'avance, c'est comme si, en tout cas, l'objectif était de venir sur l'échiquier politique et de déranger déjà ce qui existe. Comment comprendre cette action qui a été posée par le sens, être dans le sens du principe électoral, le principe de la, on va dire, républicain, ou bien faut-il voir des questions de personnes qui est quand même mise en avant dans cette histoire. Merci Monsieur le Président de me permettre de poser les jalons donc de notre action. Vous savez, le mouvement Sens, si vous voulez, c'est un pot de rêves que plusieurs personnes ont mis en commun. Et ces rêves, ce ne sont pas des rêves personnels, c'est des rêves que beaucoup de personnes qui ne faisaient pas la politique se sont dit, écoutez, nous rêvons, nous avons un rêve pour notre peuple. Et le rêve, c'est quoi? Le rêve se décline donc en plusieurs actes. Donc je peux citer ici les principaux actes. Il s'agit ici d'arriver donc à avoir donc le pouvoir de l'État. Et pour avoir le pouvoir de l'État, il ne faut plus rester donc dans les organisations de société civile. Il faut se mettre dans la peau maintenant du politique pour pouvoir avoir le pouvoir d'État. Mais avoir le pouvoir d'État pour faire quoi? Avoir le pouvoir d'État pour imposer ce rêve que beaucoup de personnes ont pour le peuple burkinabé. Et ces rêves, c'est quoi? C'est d'abord l'intégrité, de ramener l'intégrité, et ensuite de dire que le plus rien ne sera comme avant là. Ce n'est pas seulement aux dirigeants qu'on doit donc demander cela. Le plus rien ne sera comme avant, c'est à chaque Burkinabé. Si chaque Burkinabé accepte que plus rien ne sera comme avant, les dirigeants n'auront pas le choix que de suivre. Donc ce qui s'est passé là, le mouvement Sens, dès sa création, a mis en avant la légalité et de dénoncer tout ce qui est injuste. Donc lorsque il y a eu donc le processus électoral qui a été lancé, les listes ont été déposées, et après nous avons appris qu'il y a donc une irrégularité flagrante que nous ne pouvons pas laisser. Si nous laissons passer cette irrégularité flagrante en nous disant que nous avons des amis qui vont être concernés par l'invalidation des listes, nous nous rendons complices de l'histoire. Nous ne voulons pas être complices d'une violation du code électoral. Donc notre action procède uniquement de la vision que nous voulons donner donc au Burkina Faso. Notre action procède de la purification de la vie politique que nous voulons donc donner. Donc à chaque fois qu'il y aurait donc une injustice, une irrégularité, soyez certains que quelle que soit la personne concernée, le mouvement Sens va dénoncer. Donc notre action ne vise personne, notre action ne vise aucun parti politique, aucun mouvement, parce que mieux vaut avoir quelques personnes malheureuses et une loi heureuse. Il y a quand même des précisions préalables à avoir. Vous êtes là en tant qu'avocat, en tant que conseil donc du mouvement Sens, ou bien en tant que militant de ce mouvement? Actuellement, j'ai la double casquette. Je ne peux pas taire en fait mon appartenance au mouvement Sens. Et le mouvement Sens, j'éprouve totalement donc la conviction qui est visée donc par ce mouvement, et je suis également avocat de profession. Donc j'ai défendu le dossier dans ce sens avec beaucoup de conviction. Donc je voulais donc vous le signaler. Je suis membre du mouvement Sens et avocat, et en portant donc l'action, j'étais plus à l'aise parce que je défendais la légalité. D'accord. Je passe la parole à Bougma. Alors, vous dites que vous êtes dans le mouvement Sens. Ce n'est pas votre expérience politique, même si parfois vous l'avez fait discrètement. Vous avez été avec l'amiral Maxime Kaboré, qui était venu entre-temps à un moment donné comme candidat à la présidentielle. Mais si j'ai dit bien, c'était discrètement. Cette fois-ci, vous jouez officiellement. Qu'est-ce qui a fait que de la discrétion, vous jouez maintenant officiellement? Merci beaucoup. Vous savez que dans l'évolution de toute une personne, il y a des étapes. Et Maxime Kaboré, à l'époque, quand il a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle, je l'ai envoyé un mail pour lui demander s'il était sérieux. Parce qu'à l'époque, le rêve que moi j'avais, c'était de pouvoir débarrasser le Burkina Faso de Blaise Compaoré. Et il apparaissait être le seul, si vous regardez donc les candidatures à l'époque, il apparaissait être le seul qui était neuf et qui pouvait donc nous aider donc à combattre donc Blaise Compaoré. Donc je l'ai approché, je lui ai demandé est-ce que vous êtes sérieux, votre candidature elle est sérieuse ou votre candidature est suscitée par d'autres intérêts? Donc il m'a répondu longuement pour me dire qu'il avait une vision pour le peuple burkinabé, et quand il a décliné sa vision, je me sentais donc concerné. Donc discrètement, je n'étais pas au pays à l'époque,
j'ai contacté des amis et j'ai dit à ces amis, voilà donc quelqu'un qui exprime donc une certaine vision, qui peut être la vision que nous, jeunes, nous avons, parce qu'à chaque fois autour des grains qu'on discutait, c'est cette vision-là qu'on avait. Donc voilà ce qui a fait que j'ai donc soutenu discrètement Maxime, et après je me suis rendu compte que ce n'était pas donc le bon pion. Et après cela, pour même aller plus loin, Blaise Compaoré était encore au pouvoir. Donc que faire? Parce que pour nous, le temps donc était trop long. J'ai aussi soutenu l'Union pour le progrès, l'UPC. Et également parce que pour moi, Zéphirin Diabré avait donc une vision qui pouvait nous permettre. Vous y avez milité ou vous avez soutenu? J'ai soutenu. C'est-à-dire que quand je dis militer, là aujourd'hui, actuellement, je milite pour le mouvement Sens. Est-ce que vous aviez pris la carte de l'UPC? J'ai pas pris la carte de l'UPC. Vous étiez dans le caucus des intellectuels, parce que l'UPC est un caucus des intellectuels. Je n'étais pas dans le caucus des intellectuels, mais je faisais partie de l'équipe de ma province, le Yoba. Donc pendant les élections législatives et présidentielles. Votre soutien était de quel ordre? Mon soutien a été d'ordre intellectuel et de propagande. Parce que le Yoba, c'est une région que je maîtrise. Donc j'ai activé mes contacts donc, pour pouvoir soutenir le député qui allait être élu. Parce que nous, on avait espoir qu'avec beaucoup de députés, l'UPC pouvait donc peser sur l'échiquier politique, notamment au sein de l'Assemblée nationale. D'accord, mais c'est à partir de quand vous avez pris vos distances également avec l'UPC et pourquoi? J'ai pris mes distances avec l'UPC après les élections de 2012 parce que tout simplement, je vous ai dit que mon adhésion donc à un groupe ou à un parti politique, à chaque fois moi j'ai un rêve. Mon rêve, c'est un rêve pour le peuple burkinabé, c'est un rêve pour le changement. Et lorsque j'ai commencé à voir qu'il y avait des situations d'injustice qu'on ne dénonçait pas, j'ai personnellement demandé... Déjà en 2012, vous dites, c'est en 2012, après les élections de 2012. Après les élections de 2012, j'ai commencé donc à prendre mes distances. Et précisément, je me souviens, lorsque il y avait eu une mutinerie dans l'armée, à l'époque, j'avais dit que c'était le moment de dénoncer la mauvaise gestion du pouvoir en place. Et on n'a pas dénoncé. Il y a eu encore d'autres injustices que j'ai demandé de dénoncer. Il n'y a pas eu de dénonciation. Et en ce moment, moi, le rêve que j'avais n'était pas celui-là. Donc, j'ai pris mes distances à partir donc de ce moment. Et en 2015, la rupture a été donc totale. En 2015? Oui. Okay. Et de là-bas, après l'UPC, vous êtes allé encore? Après l'UPC, j'ai notamment soutenu toutes les organisations de la société civile qui ont œuvré pour l'insurrection. C'est-à-dire que toute organisation de la société civile qui combattait l'article 37 à l'époque, je les ai soutenus. Où? Ballet citoyen, non, j'ai pas milité au ballet citoyen, mais j'ai participé à travers la page Facebook du ballet citoyen, du mouvement Plus rien ne sera comme avant, du CAR. En fait, toute personne qui pouvait faire de telle sorte que l'article 37 ne soit pas révisé et qu'on mette fin au pouvoir de Blaise Compaoré, j'ai soutenu donc ces personnes-là. Alors, je tiens quand même à préciser encore une fois que pour ne pas tomber, notamment je parle au juge, au siège, pour ne pas tomber donc dans la violation de la loi du CSC, justement la loi qui autorise le CSC à recadrer justement, on va dire, comme on appelle la campagne déguisée. Nous ne parlons pas du parcours politique de notre convoqué, mais plutôt l'action qui a été portée par contre. Non, je comprends bien, mais il fallait faire connaissance parce que c'est un nouveau visage qui est arrivé. On ne viole pas la loi. Nous ne violons pas la loi parce que nous ne savions pas qu'il avait milité à l'UPC. Nous avons posé une question par rapport à Maxime Kaboré, c'est l'invité qui est allé à l'UPC. Donc il fallait aussi en savoir s'il y a longtemps où ça. Et il a dit c'est en 2015, nous sommes en 2020, ça fait quand même 5 ans qu'il est parti. Donc je ne pense pas qu'il fasse partie de la vague actuelle de départ à l'UPC. Voilà. Donc je pense, mais c'est bien aussi, Président, de clarifier les choses. Voilà. C'est bien pour que l'intéressé aussi ne fasse pas la propagande du sens ici, voilà. Mais plutôt parler uniquement de l'action qui a été portée. Comme le CSC veille comme de l'huile sur pas du lait sur le feu. Il fallait Nous avons déjà reçu 2 mises en demeure, c'est la question, donc je sais de quoi je parle. Merci, Président. Vous avez fini? Oui, j'ai fini. D'accord, je vous ferai voir, c'est à vous. Bon, comme vous... Moi, juste une question. D'accord. Quand on écoutait tout à l'heure avec les réponses que vous donniez à Bernard Bougma, vous vous êtes trompé apparemment avec le premier Maxime. Ensuite, avec l'Union pour le progrès et le changement, quand on vous écoute 2012, vous dites certaines choses que vous attendiez être dénoncées ne l'a pas été, donc vous êtes encore trompé. Votre
votre sens de l'observation et qui fonde votre foi et qui fait à la limite que vous décidez d'accompagner, est-ce que lui-même n'est pas biaisé? Qu'est-ce qui vous dit que pour ce qui est du sens, cette fois-ci c'est la bonne et que demain on ne vous aura pas ici pour nous dire encore « Ah, je m'étais trompé ». Vous savez, c'est celui qui ne sait pas, celui qui n'a jamais essayé n'aura aucune réussite. Il y a des personnes qui, au bout de la 99e fois, c'est là qu'ils ont réussi, mais ils n'ont jamais baissé les bras. Moi, le combat que je mène est un combat intérieur. Ça veut dire que j'ai cette conviction-là et je me suis retrouvé aujourd'hui avec les mêmes personnes avec lesquelles on animait donc des groupes de débat intellectuel et des groupes donc de construction future. Je me suis retrouvé avec ces personnes-là et je pense que le rêve est permis. Et pour moi, nous devons toujours avoir un rêve. Pas un rêve, comme je l'ai dit, individuel, mais pour un rêve pour notre peuple. Pour le rêve pour notre peuple, je pense qu'on peut se tromper plusieurs fois. Et on arrivera donc un jour à avoir donc l'objectif qu'on vise. Donc pour moi, je peux me tromper encore, mais si je me trompe encore, je vais rester digne, je vais rester intègre et je ferai de tout pour retrouver encore une autre voie pour le peuple burkinabé. D'accord. C'est peut-être un rêve, hein, mais je pense qu'il faut avoir un rêve. Vous poursuivez? Non. Question d'entrée qui finit. Donc, alors, vous dites tout à l'heure aussi que vous ne vous souhaiterez pas, en tant que sens, être complice d'une certaine injustice exprimée dans le processus électoral en cours. On vous aurait compris dans votre logique si vous avez aussi entrepris une action dans le sens aussi à pas protester, mais en tout cas à contrer certaines décisions prises par la CENI qui sont au détriment de certains partis politiques comme le CRP de Mamadi Kwanda, qui vient aussi d'obtenir du tribunal militaire l'annulation de certaines décisions de la CENI. Mais là, vous avez opté seulement d'attaquer des listes de candidats adversaires. Ça n'est pas comprendre finalement dans votre logique. Ok, et c'est tout simple. Parce que vous savez, le code électoral a donné ce qu'on appelle l'intérêt à agir et la qualité à agir. Dans le cas donc de Mamadi Kwanda, nous n'avions aucune qualité pour agir. Même si on agissait, notre action allait déclarer être donc irrecevable. Pourquoi vous agissez? Pour aller devant le juge, vous devrez donc avoir un intérêt et vous devrez être la personne qualifiée pour porter donc cette action. Oui, mais ne serait-ce qu'une déclaration publique, on vous aurait compris. En fait, il faut qu'on arrive à distinguer les choses. Là, nous parlons donc d'illégalité que nous essayons donc de combattre. Dans le cas de Mamadi, de l'affaire donc du parti de Mamadi Kwanda, nous n'avons pas tous les détails. C'est-à-dire c'est le parti lui-même qui a les détails de pourquoi on a invalidé donc ces candidatures. Nous n'avons pas ces détails-là. Et de toute façon, le parti avait déjà engagé une action devant le juge. Donc pour nous, il serait donc inutile donc d'aller encore donc vers une autre action, alors que l'intéressé lui-même, pour nous, il ne faut pas être plus loyaliste que le roi. L'intéressé lui-même avait son action, il ne nous appartenait pas donc d'aller donc avec lui au risque d'être accusé de populiste. D'accord. Et parmi donc les partis qui ont subi en tout cas les conséquences de votre action judiciaire, il y a le MPS du professeur Louada, il y a le MID de Haruna Kindo, il y a l'ATD de Suleiman Soulama, il y a le RPT de également l'autre parti. Alors, qu'est-ce qui justifie véritablement le fondement de... Qu'est-ce qui vous a motivé à porter pour chacun des cas une action devant le tribunal administratif? Ok. Vous savez, quand il y a eu la commission de validation, tous les partis que vous citez, pour en fait mieux planter le décor et assurer donc et rassurer les auditeurs et tous ceux qui ont commenté cette décision, quand nous on attaquait cette action-là, on a décidé donc d'attaquer, on ne connaissait pas donc toutes les listes. Donc ce que nous avons fait, nous avons eu écho que lors de la commission de validation, vous savez que la CENI, le code électoral donc à son article 177 dit que après les dépôts, la CENI met en place une commission ad hoc. Cette commission ad hoc en réalité est chargée de valider les listes. Mais quand on dit valider les listes, la commission ne valide pas les listes selon ses propres critères.
la commission valide les listes en fonction des conditions de validité. C'est comme si on demandait à la commission de séparer le bon grain de l'ivraie. En ce moment, nous avons donc eu vent que la commission a mélangé le bon grain et le livret. On ne pouvait pas s'asseoir donc pour laisser passer donc cette irrégularité-là. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait une sommation interpellative. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons demandé à un huissier d'apporter un courrier que nous avons écrit au président de la CENI pour dire au président de la CENI où était l'ivraie. Quand on attaquait, on ne connaissait pas l'ivraie. Nous, ce que nous intéressait, c'est qu'aux élections législatives du 22 novembre 2020, qu'il y ait du bon grain, que ça ne soit pas mélangé à de l'ivraie. La CENI nous a donné la liste de tous les partis politiques où il y avait doublon. Nous avons été clairs, nous avons dit à la CENI, communiquez-nous la liste de toute personne, donc de toute liste qui comportait un doublon à la date du 22 septembre 2020. La CENI a communiqué, nous avons vu toutes les listes, mais comme notre action, c'est de purifier la vie politique burkinabé, c'est une action de purification légale, nous avons décidé donc de porter l'action devant le juge, qui est le seul juge de la légalité. Voilà donc... En d'autres termes, vous n'avez pas ciblé de parti pour attaquer? Aucunement. Si on devait cibler de partis pour attaquer, bon, on n'allait pas attaquer. Parce que vous savez, si notre objectif n'était pas la purification légale, on n'allait pas attaquer. Parce que si vous prenez le professeur Louada a plein d'amis dans le mouvement Sens. Donc, si ça ne tenait que à cette action, on n'allait même pas aller. Mais c'est parce que nous sommes foncièrement attachés à la légalité. Donc c'est une victime collatérale. C'est une victime collatérale et je pense que l'action aussi vise, moi j'en appelle à des actions comme ça, parce que l'action vise ici à purifier non seulement donc, en fait, à donner un certain comportement aux acteurs politiques. Vous allez voir, les municipales à venir, les gens feront attention. Puisqu'il s'agit de la pure... Bon, pour certains partis, c'est de la négligence fautive. Pour d'autres, c'est peut-être parce qu'ils n'avaient pas de militants qu'ils ont fait ainsi. Mais notre action vise donc à faire changer de comportement, vise à dire que même dans le domaine électoral, plus rien ne doit être comme avant. C'est intéressant ce que vous expliquez là, parce que ça permet aussi à nos auditeurs et aux téléspectateurs de voir un peu comment ça marche. Vous parlez de la commission ad hoc qui est mise en place pour élaguer, on va dire comme ça, les listes et puis voir clairement s'il y a un nom qui est sur plus d'une liste, parce que c'est le principe. Et dans ce cas de figure, il est à mettre de côté. Mais vous dites que bizarrement on donne jusqu'au 12 novembre à ceux qui sont pas en situation irrégulière de revoir la situation, et vous dites que c'est pas légal. Ok. Maintenant, expliquez-nous comment est-ce que à une photographie qu'on vous donne qui date du 23, sur la base de laquelle vous enclenchez votre procédure, on laisse encore certaines personnes régler le problème, leur problème, et que ce soit d'autres personnes qui paie qui paie pour votre processus. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine injustice même à la fin quand vous regardez? Ok, merci pour la question, monsieur le juge. Et d'abord, le processus dit que le dépôt des listes est ouvert. D'accord. Donc les partis déposent donc les listes. Ensuite, les listes donc 30 jours après, donc il y a la fermeture, donc la clôture du dépôt. Et cette date avait été fixée au 22 septembre 2020 à minuit. Ensuite, la loi dit que quand c'est comme ça, la loi précise que la CENI va mettre en place une commission ad hoc. Et dans les conditions de validité des listes, l'article 179 dit que nul ne peut être candidat sur deux listes, ni sur dans deux circonscriptions. Donc voici l'article qui le dit. Ensuite, là où on pouvait donc laisser passer, c'est que la loi soit silencieuse sur la violation du fait que s'il y a une personne qui est candidat sur deux listes, si la loi était silencieuse. Mais la loi continue à son article 184 pour dire que à la date limite du dépôt des candidatures, aucune substitution, aucun retrait des listes donc ne peut être opéré. Voici le point saillant donc de notre action. La commission s'est réunie
La question que moi je veux vous retourner, est-ce que on peut déclarer conforme au code électoral ce qui lui est contraire? On ne peut pas. La commission s'est réunie et a déclaré conforme au code ce qui était contraire au code. Puisque après la date limite du 22, la commission qui s'est réunie du 8 au 10 a dit, écoutez, il y a des doublons, mais de façon consensuelle, nous allons demander à ceux-là de retirer ou d'ajouter des candidatures. Qu'est-ce que la commission a fait? Ça veut dire que des gens se sont mis ensemble pour violer la loi. Est-ce qu'on doit partir de cette violation flagrante pour valider les listes? Et notre action, donc, qui était le juge a reconnu que c'était une violation flagrante. Et dès lors qu'on reconnaît que c'est une violation flagrante, le juge ne pouvait pas ne pas apporter remède. Il a apporté la remède donc en invalidant donc les listes là. Parce que c'est que nous voulons que ça change. Ce n'est pas seulement au niveau du pouvoir qu'il faut critiquer le mouta-mouta. Parce que ça aussi c'est du mouta-mouta. C'est des gens qui se sont mis ensemble pour décider de violer une loi. Donc voici comment le processus donc s'est déroulé. C'est parce qu'il existe l'article 184 que tout ça est arrivé. L'article 184 a dit que à compter de la date limite, on ne peut plus enlever quelqu'un de la liste, on ne peut plus rajouter quelqu'un de la liste, sauf décès et inéligibilité. Nous n'étions pas dans un cas de décès, nous n'étions pas dans un cas d'inéligibilité. Donc, systématiquement, la commission qui a été mise en place a outrepassé son pouvoir. Mais rassurez-nous que pour ce qui est des partis dont les listes ont été invalidées, il s'agit de tous les partis qui ont été concernés à partir de ce fameux 22 à 0h59 qui constituaient des doublons dans leur liste. Est-ce qu'il n'y a pas de partis qui ont corrigé les choses après mais qui n'ont pas été épinglés? Bon, vous savez, nous avons voulu, si on se levait comme ça et puis on partait devant le juge en citant des partis, le juge n'allait pas nous croire. C'est pour ça que nous avons demandé à la CENI, à partir donc de cette date-là, dites-nous, vous de la CENI, et gardienne du code électoral, quelles listes étaient concernées par les doublons? La CENI nous a communiqué un document, nous avons travaillé sur ce document. S'il existe d'autres partis concernés qui ont régularisé les situations, nous ne pouvons pas le savoir parce que c'est la CENI qui nous a donné la liste. Donc voilà, et nous étions obligés, pour une question de légalité et puis pour une question donc de principe, de travailler avec les listes que la CENI nous a donc communiquées. Et c'est parce que c'est la CENI qui a communiqué ces listes-là que ça a fait foi devant le juge. Donc vous avez peut-être raison qu'il existe d'autres partis, mais s'il existe d'autres partis, nous ne les connaissons pas. Bon, je comprends, parce que vous êtes parti d'une photographie que la CENI vous a donnée au soir du 23, sur un travail qui a été fait par la commission ad hoc. Maintenant, je me dis aussi, est-ce que vous n'auriez pas pu aller un peu plus loin, parce qu'on a eu des partis qui ont publié leur liste, ça vous permettait de bien regarder dedans, ou bien vous avez refusé de continuer de fouiller? Non, vous savez, ce travail, c'est un autre travail. Mais vous aviez une structure que le législateur a désignée comme étant la structure qui doit parler donc au nom de tous pendant les élections, qui est chargée d'organiser donc les élections, qui est chargée de recevoir donc les élections et de faire le travail de doublon. Vous savez pourquoi nous ne sommes pas allés fouiller donc pour retrouver? Il y a des homonymies. Si nous retrouvons, nous n'avons peut-être pas la carte d'électeur de ces personnes-là. Alors que le travail que la CENI a effectué, même s'il y avait des homonymies, la CENI détient donc le numéro de carte d'électeur de tout un chacun. Donc ça permet au logiciel donc de la CENI donc d'évacuer donc toute confusion et de tirer une liste qui est la vraie liste. Si nous on essayait donc de taper dans le tas, on pouvait taper sur des victimes qui ne sont pas des victimes. Voilà, donc c'est pour ça que nous avons préféré, et comme nous voulons que ça soit la légalité, nous avons préféré travailler à partir de la liste que la CENI elle-même nous a donnée. Maintenant, si la CENI n'a pas donné toutes les listes, ça c'est une autre histoire. Voilà pourquoi je vous pose la question de savoir si pour vous le principe est qu'il y ait la leçon qu'on ne puisse pas tricher, qu'il y ait la leçon qu'il faut du sérieux dans les listes qu'on donne. Si vous avez eu une partie
Parce que ce qu'on regarde quand on cite les partis, c'est pas forcément le gros poisson. Alors qu'il s'est assuré que de gros partis continuaient de régler leur affaire. Je veux dire, est-ce que vous allez aller plus loin que ça pour que tous les partis soient sur le même pied d'égalité et que même la CENI, si d'aventure, ce que vous avez donné comme photographie pour ce qui est du 22 n'était pas vraiment bonne, qu'on puisse avoir le clair mot de tout cela, si c'est vraiment votre combat. Oui, mais notre combat ne consiste pas également à créer, donc à faire des victimes qui ne le sont pas. Parce que il faut toujours travailler à partir d'un référentiel. Et quand on va devant un juge, il faut toujours avoir une preuve qui soit donc une preuve infaillible. Il nous appartenait à nous de faire la preuve. Nous ne sommes pas la CENI. Et même jusqu'à demain, si nous devons refaire une action, ça sera une action à partir donc d'un référentiel, à partir d'un document qu'une autorité habilitée nous a fourni. Sinon, taper sur le tas comme ça, peut-être que nous pouvons nous tromper, mais il n'y a que la CENI qui détient l'essentiel donc de ces listes-là, qui détient les listes qui font foi. Donc, comme c'est la CENI qui détient les listes qui font foi, moi, ce n'est pas conseillé. Vous avez décidé de prendre ce que la CENI vous a donné comme parole d'évangile. Mais c'est une parole d'évangile, puisque je ne peux pas croire à un instant que la CENI dont les commissaires ont prêté serment vont décider de nous fournir une liste qui est fausse. Moi, je pars toujours du postulat de faire confiance à nos institutions jusqu'à ce qu'on ne puisse plus faire confiance aux institutions. Donc aujourd'hui, les membres de la CENI, ils ont prêté serment de dire la vérité au peuple burkinabé. On leur a demandé un document, ils nous ont fourni le document. C'est à partir de ce document que nous devons travailler. Si on doit être légaliste. D'accord. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'au Burkina Faso des candidats s'attaquent ou attaquent les listes. On se rappelle qu'en 2015, Ablassé Ouedraogo de Le Faso autrement avait attaqué la candidature de l'actuel président Roch-Marc Christian Kaboré. Et en son temps aussi, il y avait un Angelin Dabiré qui avait attaqué et qui avait eu. C'était vous, mais c'était un autre. Non, c'était pas moi. C'était voilà, en fait, c'est un homonyme parfait. Et ironie de l'histoire encore, c'est vous qui défendez un tel dossier. Bon, c'est une coïncidence. Une coïncidence. D'accord. Alors, mais cette action-là, ça fait des vagues. Ça fait des vagues. Je vous dire que c'est pas forcément le gros poisson. Vous dites que c'est la liste que effectivement la CENI vous a donnée. Vous êtes venu également en politique, selon vous, au niveau du mouvement Sens, avec pour objectif la purification légale de la vie politique burkinabé. C'est d'abord une première étape. Mais maintenant, c'est par rapport à la suite. Est-ce que vous avez d'autres actions encore concernant d'autres partis politiques? Nous n'avons pas d'action attitrée concernant d'autres partis politiques. Nous avons dans nos tiroirs des actions contre toute personne qui se mettrait donc au travers de la loi, contre toute personne qui se mettrait donc au travers de la justice. Nous allons dénoncer l'injustice. Nous sommes venus dans l'échiquier donc politique pour dénoncer l'injustice, pour dire que le Burkina Faso n'est pas un pays pauvre. Le Burkina Faso est un pays qui regorge de potentiel et que si chacun devait s'interroger lui-même, le Burkina Faso irait mieux. Si chacun était honnête, si chacun devait vivre donc en fonction de ses moyens, le Burkina Faso serait honnête. Il y a la corruption parce que des personnes ne vivent pas donc selon leurs moyens. Il y a la corruption parce que des personnes ont perdu l'intégrité, ont perdu la probité. Il y a la corruption parce que des personnes n'ont pas honte devant l'argent. Donc nous, toute personne qui serait donc au travers donc de la loi, nous allons dénoncer. Nous n'avons aucune haine contre un parti politique. Nous n'avons donc aucune haine contre personne. Nous ne voulons pas triompher sans vraiment la dignité. Ouais, sauf que encore une fois, vous n'allez pas au bout de votre logique. Je rappelle encore une fois que c'est la commission ad hoc qui a autorisé à certains partis qui n'avaient pas toutes les pièces constitutives de pouvoir régulariser les situations à une date qui avait été donnée par la commission. Pourquoi attaquer ces partis-là au lieu d'attaquer la commission qui l'a autorisée? La commission n'a pas... Voilà, en fait, il faut que je précise. La commission n'a pas une personnalité autonome. La loi dit que la CENI met en place cette commission. Le travail de la commission
est au bénéfice de la CENI. Donc, si vous regardez l'arrêté qui a été publié, c'est la CENI donc qui fait sienne les travaux de la commission. En réalité, la commission est la CENI. Donc, on ne pouvait pas attaquer cette commission-là parce que cette commission n'a pas cette personnalité. Je vous ai cité le cas du CRP de Mamadi Kwanda qui a attaqué la CENI devant le même tribunal administratif. Nous avons attaqué la CENI. Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui, c'est la CENI que nous avons attaqué. Nous n'avons pas attaqué les partis, nous avons attaqué la CENI pour avoir publié des listes qui ne sont pas valides. Donc, notre action, c'était contre la CENI. Donc, si vous voulez, indirectement, contre la commission qui a validé. Mais comme la commission ne pouvait pas donc se constituer, donc elle n'est pas une personne, c'est la CENI qui est une personne. Donc c'est la CENI que nous avons attaquée. Et donc vous avez attaqué la CENI, si j'ai bien suivi, les répercussions maintenant c'est sur les partis politiques. Et justement, puisque la CENI ne devait pas valider. La CENI ne devait pas valider, donc la CENI a validé. En fait, mais quelles sont les conséquences juridiques pour la CENI? Bon, la seule conséquence juridique, c'est de constater, c'est d'exécuter la décision du juge. Ces partis même ne peuvent pas attaquer la CENI, parce qu'en droit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. C'est-à-dire qu'autrement dit, personne ne peut évoquer sa bêtise pour demander au juge de lui donner raison. Donc même ces partis ne peuvent pas attaquer la CENI. Il appartenait à ces partis-là, puisqu'ils ont bien lu le code, on a dit que personne ne peut être candidat sur deux listes différentes. Donc il appartenait donc à ces partis-là de vérifier. Donc on peut accuser ces partis-là d'une négligence inexcusable. Nous on est le profane, c'est pour ça qu'on pose ce type de questions-là. Vous parlez de bêtises. La bêtise n'est pas seulement des partis politiques, parce qu'ils ont fait un arrangement, parce que quand on vous écoute avec la commission ad hoc qui le leur a permis, c'est à la suite d'entente entre partis politiques. Ils ont fait un arrangement pour se dire, donnons-nous le temps de pouvoir régler les problèmes hors date, alors que ce n'est pas légalement possible. Mais il y a une responsabilité de la CENI. Justement, et c'est cette responsabilité que le juge a sanctionnée. Bon, c'est les partis seulement. C'est-à-dire que si vous ne vous étiez pas, s'il n'y avait pas eu d'action menée par vous, ça serait passé comme lettre à la poste. Exact. Mais est-ce que vous n'êtes pas allé trop vite en besoin? Parce qu'à ce qu'on croit, la commission n'a pas qualité de juger, elle a simplement qualité de constater la régularité justement des pièces constitutives vis-à-vis de la loi. Et on aurait peut-être compris votre action si on attendait certainement l'appréciation du Conseil constitutionnel, mais là vous êtes allé simplement après la décision de la CENI. Oui, parce que la loi enferme les demandeurs dans un délai. La loi dit que les mandataires des partis politiques ont 72 heures après la publication de l'arrêté qui publie les listes pour attaquer les actes, et la loi précise pour attaquer les actes du président de la CENI. Donc on n'est pas allé trop vite parce qu'on était enfermé dans un délai, et le tribunal aussi a 3 jours pour juger. C'est pour ça qu'on est passé un dimanche. Sinon généralement la justice ne travaille pas les dimanches. Mais en matière électorale, les délais sont courts. Et il y a donc une action à mener dans un délai assez court. Mais pour ce qui est clair, on n'avait pas besoin d'attendre. Parce que ça sautait à l'œil, ça saute même à l'œil de tout profane que la commission ne pouvait pas décider. Parce que quand vous allez lire l'article 184, et tout ce qui est clair, voilà, c'est pour revenir donc à la question, tout ce qui est clair, vous savez, en droit, il y a ce qu'on appelle l'interprétation de la loi. Mais tout ce qui est clair n'appelle plus interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation s'efface dès lors que la loi est claire. La loi dit que, passé le délai de dépôt des candidatures, on ne peut plus retirer un candidat, on ne peut plus ajouter un candidat, sauf cas d'inéligibilité et de décès. Qu'est-ce que nous avons constaté? À la date du 12, on dit donc à des partis qui avaient des doublons d'enlever des gens et de mettre des gens. 184 dit on ne fait pas ça. Le sens, si je me trompe, vous me corrigez, vous êtes partant pour les législatives? Oui, nous avions des listes aux élections législatives. Certains de vos profondeurs disent que vous avez commencé déjà à régler vos comptes. Bon, et si on écoute les gens qui racontent tout ça, on nous accuse même on nous a dit que c'est le MPP même qui nous a dit d'aller faire cette action. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fera, les gens trouveront une chose à dire.
Pour nous, nous n'avons aucun compte à régler avec quelqu'un. Quand vous regardez la liste, il y a donc des partis que nous ne connaissons pas. Il y a, à part un ou deux partis, il y a des partis que nous ne connaissons pas. Et je ne vois pas quel compte on va régler avec des gens, parce que je vous dis que le MPS, donc du professeur Luada, le professeur Luada lui-même a beaucoup d'amis dans notre mouvement. Moi-même, je parle comme ça. Je suis un produit du professeur Luada. Je suis son étudiant. Quand on était au tribunal, le juge qui a pris la décision, c'était son étudiant. Le commissaire du gouvernement, c'était l'étudiant du professeur Luada. Donc, ce n'est pas une action contre une personne. Ça veut dire que face à la loi, le professeur lui-même nous a appris que face à la loi, il faut que le droit soit dit. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il n'y a vraiment aucune action contre une personne. Personne d'autre que nous nous a actionné pour aller faire l'action. Nous sommes de grands garçons. Nous sommes des gens de divers horizons avec plusieurs bagages intellectuels. Nous avons réfléchi ensemble et nous avons trouvé qu'il était mauvais de se taire. Si on se tait et que demain on prône une action, on va nous dire mais on vous a vu ici, vous n'aviez rien fait, et quand il s'agit de X maintenant vous vous levez. Pour nous, et je souhaite vraiment que nous continuions sur cette voie-là, que même si on tombe, qu'on se relève et qu'on continue le combat. Et moi j'appelle tout le monde, c'est-à-dire que tout Burkinabé, à ne pas s'asseoir face à l'injustice. C'est parce qu'on s'assoit face à l'injustice que l'injustice prend racine. C'est parce qu'on s'assoit face à l'injustice que ceux qui nous dirigent ont le courage de toujours continuer à faire l'injustice. Si les gens se lèvent, si les gens combattent, vous allez voir que l'État sera droit. Parce que l'État sait qu'il n'a pas droit à l'erreur. Nous savons que les intéressés ont la possibilité de faire appel. Exactement. Et on veut savoir sur le plan humain, parce qu'au-delà des partis, ce sont des candidats qui ont vu leur, en tout cas, rêve d'être député ou quoi que ce soit, être en tout cas annulé. Est-ce qu'il y a eu des conséquences plus tard, du genre des menaces ou autres intimidations suite à cette action-là? Bon, quand je défendais l'action, je portais la robe. Et moi, quand je porte la robe, je n'ai plus peur donc de menaces. Et que si jamais je devais avoir des menaces et mourir d'une telle mort, moi je préfère vraiment, j'ai pas peur de la mort, je préfère mourir dignement que de mourir que de mourir avec la honte. Donc si des menaces venaient, et les menaces peuvent venir, et s'il y a des menaces, c'est même grave. Ça veut dire que ces personnes-là ne se battaient pas pour le peuple burkinabé. Ils se battaient pour quelque chose dont nous on ignore. Ça veut dire que c'est d'aller être des députés de la frime. Des députés donc qui vont faire une carrière politique. Et ça, c'est très grave. Nous devons arriver à couper donc ce lien-là. Toute personne doit être quelqu'un avant d'aller être député. Si vous n'êtes rien et que vous partez être député, c'est là que vous ne voulez pas quitter la politique. Mais vous devez avoir votre bagage, parce que ce n'est pas la politique qui doit vous nourrir. Voilà, vous deviez... En fait, c'est vous-même, vous venez pour nourrir la politique. C'est vous qui venez pour nourrir le peuple burkinabé. Et ça devait être même, les gens devaient refuser en fait d'aller massivement, parce que ça doit être difficile. Si on doit faire le vrai travail de député, à mon avis, c'est compliqué. Donc pour ça, s'il y a des menaces, moi je trouve que c'est très grave pour le peuple burkinabé. Je vous sens tellement enthousiaste, tellement heureux d'obtenir cette victoire-là. Mais est-ce que ce n'est pas un coup dur pour la cohésion sociale, parce qu'on est dans un contexte où on parle de réconciliation nationale, où on parle donc d'apaisement des cœurs. Vous portez une action pareille qui met fin justement au destin de certains Burkinabés en termes de prétentions politiques. Est-ce que vous n'avez pas de regrets? Je n'ai aucun regret, parce que pour moi, ça ne met pas fin au destin de ces personnes-là. Comme je l'ai dit, ces personnes-là vivaient bien avant de vouloir être députés. Si ces personnes ne se présentent plus, si ces personnes ne sont pas députées, demain, ils ne vont pas mourir. Ils vont continuer à être des Burkinabés. Ils vont continuer à vivre avec ce qu'ils avaient donc avant. Et pour moi, la réconciliation ne doit pas se faire en dehors de la vérité, en dehors d'un cadre légal et en dehors de la justice. Moi, je suis contre les réconciliations de façade qui consistent à venir et à ne pas rechercher la vérité, à ne pas juger, et puis on demande non de pardonner. Ce pardon ne sera jamais acquis. Vous pardonnez mieux une personne qui vient vous dire écoutez, c'est moi j'ai fait ça, je demande pardon. En ce moment, vous pardonnez.
Et la cohésion sociale même va exister. Mais dès lors que vous refusez la vérité, vous refusez la justice et vous demandez en fait de tout mettre donc ensemble et de pardonner, de réconcilier, vous allez voir que cette société-là, il n'y aura pas de cohésion. Ça sera des cohésions de façade, même les sourires, vous allez voir, ça ne sera pas de bons sourires. Et le lendemain, on peut poignarder le monsieur malgré la réconciliation. Alors que s'il y a le pardon, il y aura le vivre ensemble. Oui, mais après ça, c'est que la vérité aussi, vous créez une friction dans les rangs des politiques. Alors que bon, pour gouverner, vous aurez besoin aussi des uns et des autres. Est-ce que... Oui, allez-y. Et s'il faut gouverner avec des personnes qui ne sont pas dignes, s'il faut gouverner avec des personnes qui ne sont pas intègres, s'il faut gouverner avec de fausses personnes, nous préférons gouverner seuls. Oui, mais après, il y a la démarche de... Vous dites c'est la légalité, ça tranché, il y a des mécontents, mais après, il y a des morceaux aussi à recoller. Parce que la scène politique aussi, c'est ça. Des gens ne se sont pas entendus, et puis après, ça devient un problème. Et comme on appelle ça, devient une situation qui pourrit en même temps la République. Et quand on regarde, c'est des questions de personnes. Il vaut mieux que la République soit pourrie par le respect de la légalité que la République soit pourrie par l'injustice. Si vous aviez une République qui est pourrie par la légalité, vous allez voir des hommes bons qui vont se lever, qui vont venir. Parce qu'au Burkina Faso, c'est pour ça que je vous dis, le Burkina Faso regorge de beaucoup de talents. Mais ceux-là ne viennent pas en politique parce qu'ils disent que ça ne sert à rien, parce que la politique est pourrie, parce que l'État est pourri, on ne peut rien sortir de cela. Vous parlez entre-temps de morceaux déchirés, même pour recoller un morceau. Si vous recollez un morceau, comment vous allez le faire, votre tissu qui est déchiré? C'est avec une aiguille. Ça pique, ça fait mal. Et c'est après ça que le tissu est recollé. Donc pour moi, il ne peut pas avoir de réconciliation tant qu'on n'a pas fait mal. Maître, je veux vous poser une question. Est-ce que vous pensez que la commission s'est trompée de bonne foi ou bien a expressement voulu violer des textes qu'elle connaissait très bien? En fait, la commission connaissait très bien les textes. C'est pour ça que la commission a dit qu'ils vont passer sous silence la loi. D'accord. Et ma deuxième question, parce que je reviens à un point qui moi m'est très cher, vous avez fait un bon boulot puisque la CENI est condamnée parce qu'elle endosse les travaux de cette commission ad hoc là. Si vous laissez faire un travail en violation des textes, vous pouvez vous tromper ou vous pouvez être soupçonné aussi de n'avoir pas bien fait certaines choses. Par exemple, la photographie sur laquelle vous vous basez pour qu'il n'y ait que des petits partis à la limite qui soient épinglés. Vous dites, c'est une institution, j'ai foi en l'institution. Mais si elle est coupable, je posé la question de bonne foi. Si vous-même avez le soupçon qu'elle a été coupable d'avoir connu des textes et d'avoir transigé, pourquoi vous ne fouillez pas pour aller plus loin? Parce qu'on pourrait même attraper de gros partis. Mais c'est parce que nous n'avons pas cette conviction-là qu'il existe d'autres listes que la CENI ne nous a pas fournies. Mais si, parce que en vous entendant insister sur la question, j'ai comme l'impression que vous détenez une vérité que nous n'avons pas. Nous nous posons des questions. Moi, je vous pose des questions. Si au sortir de cette émission, vous nous fournissez des vérités, c'est que nous allons faire. Nous allons écrire à la CENI, parce qu'on ne va pas aller sans la CENI. On va écrire à la CENI pour dire, nous avons entendu parler que tel gros parti a fait telle ou telle action. Nous voulons donc que vous vous exprimez sur ce point-là. Et si la CENI nous dit, voilà, et puis on trouve que c'est une faute, malheureusement, les délais sont passés, mais s'il y a une action pénale, nous nous engageons à le faire. D'accord. Mais à l'étape actuelle là, nous travaillons avec ce qui transpire la vérité. Nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Nous allons tirer un verdict tout à l'heure. Mais j'ai une dernière question. Je veux savoir de qui le sens a obtenu les différents parrainages qui ont permis de constituer cette liste au niveau des législatives. Au niveau des législatives, il n'y a pas de parrainage. Pardon, je parle des... Oui, vous n'êtes pas candidat à la présidence. Voilà, on n'est pas candidat à la présidence. Quelle confusion, d'accord. Alors, on va permettre donc au juge de pouvoir tirer un avis conclusif de cet entretien avec le conseil du mouvement Sens. Commençons par Bernard Bougma. Bon, moi je pense que je disais que ce n'était pas une première
que même des candidats demandent que d'autres soient retirés parce que ne respectant pas la légalité. Le mieux, c'est de se dire la vérité, de respecter ce que nous avons élaboré dans les textes et pour avancer. C'est en même temps l'image qu'on envoie qu'en politique, on respecte les règles en compétition électorale. Ça va garantir la crédibilité, ça va participer du renforcement de la confiance entre les hommes politiques et ceux qui ne sont pas politiques, et ça va donner également une autre image de la vie politique. Maintenant, naturellement, c'est une action, donc les commentaires effectivement vont aller dans tous les sens pour que les gros partis ne sont pas épinglés. Est-ce que c'est les seuls? Bon, il dit que c'est ce dont il a connaissance. Là aussi, on ne peut pas aller au-delà. Voilà. Maintenant, j'ai dit c'est une première action qui va faire aussi des vagues, parce qu'il y a des candidats qui ne vont pas compétir, et puis bon, ça fait des vagues. Et si c'est le juge aussi qui a tranché, bon, c'est vrai, une action politique, mais un juge aussi qui représente la légalité qui a tranché. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand commentaire à faire là-dessus. Je ferai rapidement. Bon, je pense que la bonne leçon à tirer au moins, c'est que quand on veut aller à ces consultations-là, il faut un sérieux dans les listes et tout. Et je pense que s'il y a des textes qui donc encadre de façon très claire et qui permettent même pas une autre interprétation des choses, il faut que ça soit respecté, ça ne dépasse pas ça. Maintenant aussi, on ne peut pas enlever tout ce qu'il y a comme tout ce qu'il peut avoir comme jeu politique, hein. Ça c'est une réalité, puisque vous avez même certains partis qui disent qu'ils vont se soutenir pour d'éventuelles futures alliances pour ce qui est de la présidentielle, mais qui s'attaquent, et même quelquefois qui ont des listes communes mais qui s'attaquent ailleurs. Donc il y a ce jeu là qu'on ne peut pas enlever, mais le principe, c'est que quand on a édicté des règles, c'est pour qu'elles soient respectées. D'accord. Merci à vous, Maître Podar. Vous êtes le conseil du mouvement politique Le Sens, qui a donc obtenu du tribunal administratif l'annulation de certaines listes de candidats au niveau de la législative. Merci d'être passé nous expliquer le sens de votre action. Mesdames, Messieurs, on s'arrête là. Nous allons continuer en tout cas de nous intéresser à ce contentieux électoral qui est en cours, et certainement nous recevrons d'autres acteurs qui ont aussi porté des actions. Merci à vous et merci à tous ceux qui nous ont suivis. On vous retrouve demain pour d'autres sujets d'actualité. Que la paix nous fasse la guerre, que la guerre nous fasse la paix. Au revoir.